bonjour ou bonsoir selon le moment où vous regardez cette vidéo. Alors un grand merci à tous ceux qui ont commenté et visionné la vidéo des Schtroumpfs. J'espère qu'elle vous a vraiment bien amusé. Et pour cette nouvelle vidéo, j'ai choisi de prendre un sujet que certains d'entre vous attendent et me demandent depuis un petit moment, d'attaquer donc les deuxièmes parties des vidéos. Pour mémoire, en deuxième partie à faire, on a Star Wars, on a Masque, on a les Chevaliers du Zodiaque et on a les albums Panini. Et c'est donc la deuxième partie concernant les albums Panini que l'on va traiter cette nuit. Et je dis cette nuit parce que pour moi c'est la nuit, vu que comme vous le savez, j'enregistre de nuit pour avoir plus de quiétude en termes d'ambiance sonore, puisque j'habite sur une rue assez passante comme je vous l'ai déjà dit. Et pour moi-même être plus relax, plus détendu, plus en phase avec l'atmosphère générale qui me permet de rentrer dans, je dirais, dans un feeling ASMR. Voilà. Alors on va démarrer avec un premier album assez ancien qui a été, avant d'être un album, avant d'être une série, un jeu vidéo, puisqu'il s'agit de Pac-Man. Alors Pac-Man donc qui a été tout d'abord un jeu vidéo japonais qui a connu un immense succès, tout d'abord sur borne d'arcade. Donc le principe était très très simple, je pense que vous connaissez tous Pac-Man, mais enfin on va quand même le reprendre. Donc c'est un petit demi-camembert ouvert, un petit bonhomme qui doit manger des pack-gommes, des petits points lumineux jaunes, et il doit les manger dans un labyrinthe sans se faire toucher par les fantômes, puisque quand il se fait attraper par les fantômes, il meurt. Voilà, donc ça c'est le principe du jeu vidéo. Alors le jeu vidéo, le nom original de jeu vidéo au Japon c'était Pukeman. Alors avec l'écriture P-U-K, plus loin M-A-N. Quand il est passé aux États-Unis, ils se sont dit que d'avoir Pukeman sur des bandes d'arcade écrits dessus, ça allait peut-être donner l'idée à des petits malins de transformer le nom assez facilement, puisque de P-U-K on peut enlever, gommer ou barrer la barre du P, ce qui vous fait un Fuckman. Il y a une faute d'orthographe, mais phonétiquement ça passe, et donc ils se sont dit que non, c'était pas une bonne idée, donc ils l'ont rebaptisé Pac-Man. Pac-Man est donc devenu ensuite un dessin animé, Pac-Man contre les fantômes, dessin animé donc qui passait dans Recrea 2, dont le générique était chanté par l'inoxydable William Lémergie, qui présente encore depuis... c'est incroyable parce qu'il le présente depuis que je suis gamin, tout de suite après qu'il a arrêté Recrea 2, Télématin sur France 2, qui à l'époque s'appelait Antenne 2. Donc il y a des gens, ça fait près de 30 ans, 25 ans, qui se réveillent avec William Lémergie. Donc voilà, on va rentrer dans cet album. Donc on retrouve les codes des copains Panini. On retrouve les codes qu'on a vu dans l'autre vidéo. Donc petite explication sur la vie de Pac-Man, enfin la vie de la naissance de Pac-Man. Et voilà, donc là Pac-Man, quand il attrapait les fantômes, quand il mangeait les pack-gommes en fait dans le dessin animé, ça lui donnait une surpuissance pour attraper des fantômes. Alors l'album est pas complet parce que c'est un album assez ancien. Je devais être, alors je pense pas en maternelle quand même comme je l'ai fait, mais je devais être dans les premières années de primaire, CP ou CE1 par là. Donc j'ai pas fait beaucoup d'échanges, j'ai pas eu beaucoup de vignettes, donc il est pas complet. Donc alors ils nous ont fait, alors je le redécouvre avec vous parce que j'ai pris le parti de pas les rouvrir. Donc ils nous ont fait Pac-Man dans l'histoire, donc là on est à la préhistoire, et là apparemment il a rêvé, il est habillé avec en peau de je ne sais pas quoi, et ça
il se bat toujours contre les fantômes. Donc voilà la découverte de Pac-Land. Autre point historique, donc bah là c'est très clairement le Mayflower et l'arrivée des premiers colons aux États-Unis. Donc avec dans les premiers émigrants. Là c'est Pac-Man qui se retrouve fait vieillir. Donc c'était une série assez sympa, hein. Bon, il aurait pu s'appeler autrement, hein, ce bonhomme-là, au niveau des histoires, que ce soit Pac-Man ou autre, le problème aurait été le même, hein. Mais bon, ça montre bien le succès du jeu vidéo en fait, hein. Il y a même eu je me rappelle avoir joué à l'école quand on avait le droit d'amener des jouets, hein, un camarade de classe l'avait amené. Il y a même eu un jeu de société Pac-Man où on avait des Pac-Man de différentes couleurs et on avalait des petites billes et il y avait des fantômes qui se déplaçaient dessus. Je me rappelle plus trop le principe, mais il a existé un jeu de société Pac-Man. Donc là, le vampire Pac-Man, ça m'évoque d'avoir vu l'épisode du dessin animé, j'ai un vague souvenir. Ah, lui, c'était le grand méchant qu'ils avaient trouvé, il s'appelait Grippin. Je pense que ils avaient dû trouver ce nom-là à cause de sa bouche. Et donc lui, c'était le grand méchant. Alors qu'il cherchait à nuire à Pac-Man, bien sûr, comme tout bon méchant. C'est vraiment des... Alors c'est la fantomette, on va dire. C'est vraiment des souvenirs assez rigolos que j'ai de ça. Et Pac-Man sur la Lune. Donc voilà pour Pac-Man. Alors ensuite, un grand héros de dessin animé, qui a eu son dessin animé, mais qui avant est un grand héros de BD. On a parlé de la BD belge avec les Schtroumpfs de VPIO dans la précédente vidéo. Et bah à l'origine de la BD belge, il y a ce personnage Tintin créé d'après Hergé. Et alors l'album est sorti au moment où ils ont créé les dessins animés de Tintin, qui passaient sur la 3 à l'époque. Donc on reconnaît bien les dessins d'Hergé. Donc Tintin, reporter au petit 20e, la partie pour enfants du journal Le 20e, un journal, je ne dis pas de bêtises, bruxellois, je crois. Et donc ça reprend les aventures de Tintin sous forme des extraits sous forme de vignettes Panini. Alors j'ai pas... Là j'étais déjà un peu plus âgé, donc j'ai pas... Je l'ai pas fait beaucoup, hein. Voilà, on a marché sur la Lune. Ah, j'étais pas hyper fan de Tintin en plus. Celui-là, je l'aurais eu dans Pif, que je serais pas étonné. Parce qu'il y avait que 4 albums en fait de Tintin qui me plaisaient, hein. Les deux sur Objectine le Lune et On a marché sur la Lune. Et puis Le secret de la licorne et le trésor de Rackham le Rouge. Après le reste, je fonctionnais pas tellement à Tintin. Tintin en Amérique, je pense là. Donc ils ont repris un petit peu quand même l'idée de journaliste avec sur 5 colonnes à la une, comme on disait, les titres, les manchettes, les petits articles sur les côtés. Donc voilà, côté très presse, visuellement assez recherché quand même, hein, celui-là. Ils se sont pas contentés de quelques dessins mal foutus comme on a pu voir dans d'autres albums sur la première vidéo, où ça ressemblait à rien. Et puis sur les Chevaliers du Zodiaque aussi, dans la toute première vidéo que j'ai fait où j'avais introduit ça par les albums des Chevaliers du Zodiaque.
la fin est toujours le bon de commande pour compléter son album. Voilà. Non, apparemment il y a un prix dessus, donc il n'aurait pas été vendu avec, parce que quand il était vendu avec un journal, ils étaient cochés. Donc apparemment, je me le suis fait acheter, ou je l'ai acheté avec mon argent de poche. Alors, ensuite là, on passe à du très lourd pour moi. Un dessin animé tiré d'un film que j'ai adoré. Le film, je l'ai vu à l'époque au cinéma, en 1984. Je vous dis pas comment ça me met un coup de vieux de le dire, qui ensuite est devenu un dessin animé. SOS Fantôme, The Real Ghostbusters. Avec, ne me dites rien pour l'accent, je sais. Donc SOS Fantôme, alors le film déjà sorti en 1984, donc réalisé par Ivan Reitman, un des films qui lança la carrière du grand, très très grand, évidemment j'ai un trou, Bill Murray, qu'on a vu dans des tas de films, qui est un acteur que j'adore, avec aussi Dan Aykroyd qui avait joué auparavant dans les Blues Brothers entre autres. Donc je vais pas vous raconter une histoire parce que je pense que tout le monde connaît SOS Fantôme. Donc ils ont eu un dessin animé. Ils ont eu un dessin animé et qui a été fait au début des années 90 et qui passait le matin au tout début. D'abord il a commencé à passer sur Canal+, encrypté. Donc là moi j'avais pas Canal, dommage, fin des années 80. Et ensuite il est passé dans une émission qui s'appelait Avant l'école, qui était vers 7h le matin, dans laquelle il y avait SOS Fantôme, dans laquelle il y a eu aussi Cubitus, dans laquelle il y a eu aussi une série allemande ou néerlandaise qui s'appelait Alfred Quack. Et voilà. Alors là c'est intéressant parce que ils font de la publicité pour une série d'albums autocollants pour l'école. Alors SOS Fantôme, donc on commence avec les brillantes qui là ont la bonne orientation, donc qui rendent assez bien. Inutile de vous le dire que j'ai pris un soin tout particulier à le finir celui-là, parce que j'étais vraiment un fan. Et alors, voilà, donc la voiture Ecto 1, Egon, Ray, Venkman, Peter et Winston Zedmore. Alors SOS Fantôme, je les ai encore d'ailleurs, les 4 personnages. Donc ça a vraiment été un conte magique pour moi, SOS Fantôme, parce que j'ai fait un concours dans Pif Gadget. Je crois que je vous en ai déjà parlé d'ailleurs dans Pif. Et la vidéo sur Pif et Mickey. Et j'ai gagné les 4 personnages dans ce concours. Et comme j'étais en vacances chez mes grands-parents, ma mère me les avait réexpédiés parce que je pouvais pas tenir 4 semaines avant de les savoir. Et j'avais pas vécu de peur que le colis se perde dans l'intervalle. Donc voilà, avec donc le fameux bouffe-tout. Ici, si je le mets à la lumière, vous allez voir Bibendum Chamallow. J'ai vraiment adoré SOS Fantôme. J'avais des copains avec qui on ne doit pas être les seuls, certainement pas. On s'était fabriqué des proton packs avec des bouteilles de coca, des trucs comme ça. Et on chassait dans les caves les fantômes. Ecto. Donc voilà, c'était dans tous les épisodes, ils chassaient différents types de fantômes. Je n'ai pas tellement de souvenirs d'ailleurs des épisodes. J'ai un souvenir aussi d'un personnage qui faisait un pacte avec un démon et il avait une phobie des poulets et il faisait disparaître avec un pacte, il vendait son âme au démon et pour faire disparaître tous les poulets, mais ça mettait plein de problèmes et après même le démon n'était pas content parce que tout le monde se fichait de lui. Ça m'est resté ça. Donc voilà, on a un fantôme des neiges ici apparemment. Donc voilà. Ah tiens, j'avais oublié qu'il y avait ça au milieu, mini dictionnaire des Ghostbusters.
À la place du poster, ils ont fait une brochure, le manuel du parfait Ghostbuster. J'avais complètement oublié ça. Les Ghostbusters travaillent toujours en équipe. Parfois, les fantômes aussi. En plus, avec de l'humour. Toujours prêt à utiliser ton équipement. Mais surtout, sois toujours en excellente condition physique. Quand on voit le film, on a un doute. 4 règles d'or. Un authentique Ghostbuster aime l'action, mais il évite les maisons hantées chaque fois qu'il le peut. Prends garde au vent ectoplasmique, tu reconnaîtras son odeur. Garde l'œil sur ton déjeuner, Bouffe-Tout pourrait être dans le coin. Oui, puisque Bouffe-Tout, c'est le fantôme qui était tout le temps avec eux. Suis ces règles simples et tu seras l'un des nôtres. Tu peux porter un vrai badge Ghostbuster, c'est-à-dire l'image Q. C'était une brillante. Et tous les fantômes s'enfuiront en te voyant. Et on a même un test pour savoir si on est un vrai Ghostbusters. L'image Q étant celle-ci. Voilà, on va vous l'orienter pour que vous la voyez. Voilà. Donc là, on a trouvé le nom des 4 personnages, le numéro d'immatriculation de l'ambulance, quelle sorte d'énergie mesure le compteur PKE, où se trouve le QG des Ghostbusters. Quel est son nom? Pareil, son nom. Je vous laisse remplir les vides. Je vous assure que moi je sais. Voilà donc des aventures. Bouffe-Tout face à un ordinateur. Attitude qu'on a tous eu un jour, plus ou moins. Voilà donc Ghostbusters. Il était pas mal fait parce qu'il y avait des brillantes un peu, on sent l'évolution de la façon de faire des albums Panini en fait aussi. Il y aurait une étude à faire. Mais bon, je pense que je serais curieux d'ailleurs d'un jour de voir des albums Panini dans toute l'Europe en différentes langues. Voilà, donc là c'est les Panini autocollants pour illustrer les devoirs de classe. Alors là-dessus, il marchait sur les plates-bandes de petites brochures. Alors, je ne sais absolument pas le nom, mais je suis sûr qu'avec une bonne description, ça va vous parler. Ces brochures étaient rouges. Elles parlaient d'histoire en général, ou d'histoire naturelle, de géographie. C'était des petits fascicules rouges et il y avait des images exprès à découper pour illustrer les devoirs. Et parfois les instituteurs nous les faisaient acheter, ça valait pas hyper cher. Et ça se trouvait en librairie et c'était des dessins à l'intérieur pour illustrer les devoirs ou les cours. Je suis sûr que vous voyez ce dont je parle. Et le nom ne me revient absolument pas. Mais voilà. Donc toujours la différence de prix, 5 francs français, 1 franc suisse, 25 francs belges et 59 cents canadiens, de dollars canadiens. Voilà. Alors un tout autre registre. L'album Automoto Aventure. Donc là c'est pas une série, télé, c'est pas une émission, c'est comme c'est un album donc fait vraiment créé par Panini. Donc sur les sports mécaniques. Alors à l'époque, moi j'étais très féru des sports mécaniques. Je regardais le Paris-Dakar à la télé, la Formule 1. Pour le Paris-Dakar, j'ai compris plus tard en devenant grand. Et donc voilà, différentes aventures. Donc c'est un album que j'ai pas pu finir parce que concrètement j'étais le seul à le faire. Le Camel Trophy, alors ça c'est longtemps resté un fantasme pour moi. Donc le Camel Trophy, à l'époque, les marques de cigarettes avaient encore le droit de faire de la publicité. Et pour ça, elles organisaient, la marque Camel organisait en
en partenariat avec Austin Rover, les 4x4 Rover, Land Rover, des raids absolument pas possibles dans des endroits très sauvages. Alors ça allait de traverser la forêt primaire de Bornéo sur les routes qui étaient évidemment en saison des pluies, Madagascar, la Nouvelle-Guinée, faire du 4x4 de franchissement absolument incroyable dans la boue. Vous voyez ce 4x4 ici qui est complètement enlisé. Et c'était des épreuves par équipe. Chaque pays, il y avait des sélections dans chaque pays et donc il y avait un véhicule par pays. Donc là on a les deux Français et les deux personnes d'ailleurs se connaissaient pas, c'était les deux gagnants des sélections. Et en plus de ça, ils avaient des épreuves par plusieurs équipes de voitures. Ils devaient construire des radeaux comme ici pour faire traverser les 4x4. Enfin bon, c'était vraiment l'aventure pure et dure. Et ça m'a longtemps fait fantasmer, étant enfant, ce côté Camel Trophy. Vraiment le 4x4 en autarcie complète pour avancer à travers une nature hostile. Il y avait à l'époque une émission Turbo d'M6 qui avait fait une émission entière sur le Camel Trophy. Je l'avais enregistré, pour tout vous dire, j'ai encore la cassette vidéo. Voilà. Donc le Paris-Dakar. Le Paris-Dakar à l'époque, avant que ça devienne le grand cirque, après que ça a été, ça commence à devenir le grand cirque, mais bon, ça reste encore un peu aventure humaine. Et alors ça, c'est un souvenir, ça, pareil, ça me faisait rêver, j'avais des rêves de voyage mécanique. Étant enfant, faut pas oublier qu'on est dans les années 80 et que toutes nos séries sont mécaniques, hein, que ce soit beaucoup, hein, que ce soit Mask, que ce soit Chase, que ce soit Chips, avec des motos, Academy, Supercopter, on est encore dans la machine, dans les voitures, dans ce genre de choses. On n'a pas encore les valeurs vertes que les enfants de maintenant peuvent avoir, ce qui est très bien. Donc le Paris-Dakar, bah là pareil, je regardais sur la 5. La 5 faisait une couverture du Paris-Dakar assez formidable. Je me rappelle de la board de l'organisateur, du créateur du Paris-Dakar, Thierry Sabine, qui était mort avec Daniel Balavoine dans un hélicoptère pris dans une tempête de sable, ainsi que le pilote et un journaliste de Paris Match. Je m'en rappelle encore. Et c'est aussi un souvenir avec mon papa, puisque une année on était allé les voir passer sur le bord d'une nationale, comme ils partaient de Paris et qu'ils allaient jusqu'à Marseille pour prendre le bateau, donc ils traversaient toute la France. Et on pouvait les voir quand on savait où ils passaient, l'itinéraire n'était pas difficile à connaître. Et donc il fallait se lever très tôt de bonne heure, comme on était en banlieue, en grande banlieue parisienne, il fallait se lever de bonne heure. Et on s'était mis à un feu, et en fait c'était génial parce que c'était un feu où il y avait un appel piéton. Donc on pouvait avec l'appel piéton ralentir, arrêter les voitures quand on les voyait arriver au loin. Donc voilà encore des images du Paris-Dakar avec les camions. Alors je dis que j'ai compris plus tard parce que c'était de la course, c'était des choses comme ça, mais il y a quand même des gens qui sont morts dans les villages parce qu'ils passaient un peu comme des fous. Et qu'après que Thierry Sabine soit mort, lui il avait un amour, un respect pour les gens du continent africain, et parce qu'en fait il avait eu l'idée du Paris-Dakar après s'être perdu une semaine dans le désert. Il avait eu je ne sais plus comment il s'était perdu, un problème mécanique ou quelque chose comme ça. Il s'est retrouvé une semaine dans le désert complètement perdu. Alors lui il n'avait pas rencontré le petit prince, mais il avait eu l'idée de cette course parce qu'il avait appris beaucoup sur lui-même en fait pendant cette semaine où il avait clairement cru qu'il allait mourir avant d'être secouru. Et il était tombé encore plus amoureux du désert qu'il pouvait l'être auparavant. Le rallye. Donc avec les voitures de l'époque, alors là pareil, c'est des souvenirs, Ford Sierra, Lancia Delta, des brillantes pour les marques de voitures. Donc ça dans la neige, ça peut être le rallye de Monte Carlo par exemple. Le motocross. Sachant qu'il y a des fous qui font du sidecar en motocross. Donc avec quelques pilotes que je ne connais pas du tout. Les marques les plus en vogue à l'époque de motocross. La Formule 1, alors là à l'époque je suivais ça comme une bête. Alain Prost,
Nelson Piquet, Ayrton Senna bien sûr, Michele Arboreto, Ricardo Patrese que j'ai pas, Derek Warwick, Nigel Mansell qui était mon dieu, tout ça c'est des noms que je connais par cœur. C'est vraiment des noms que je connais par cœur parce que j'ai adoré la Formule 1 à ces époques-là, jusqu'au milieu des années 90 en fait. J'ai vécu en direct, comme des millions de téléspectateurs, l'accident mortel d'Ayrton Senna. Et voilà, j'ai suivi ça à une époque à fond, quoi. J'étais à fond dans la F1. J'avais des voitures Burago de Formule 1 d'ailleurs, d'Alain Prost, de Mansell. C'était vraiment, vraiment quelque chose. Disons, à l'époque encore, on avait les voitures qui avaient des sponsors de cigarettes. Toute une époque. Il y a le film d'ailleurs qui vient de sortir là, par Ron Howard, qui a d'excellentes critiques sur la rivalité entre Niki Lauda et évidemment je vais vous en parler, le nom m'échappe, d'un autre pilote dans les années 70 que je vais aller voir et qui m'intéresse beaucoup. Alors la moto, donc là les grands prix moto, alors là par contre j'étais pas du tout intéressé par ça. Ça m'a jamais branché. Comme tout le monde, je me verrais bien en Harley Davidson, mais c'est plus un fantasme qu'autre chose. Donc j'ai jamais, les motos de course, tout ça, ça m'a jamais parlé. Alors le trial, alors ça par contre c'est intéressant, ça le trial. Le franchissement d'endroits où normalement une moto, ça existe aussi en 4x4 et en vélo, de monticules, de rochers, de pentes, de trucs où un véhicule ne doit pas pouvoir monter normalement. Ce que je trouve très intéressant dans le triage, j'en ai regardé déjà un peu à la télé, c'est la gestion de l'équilibre en fait. C'est vraiment impressionnant, quoi. Tout à l'équilibre, répartition des masses, ça demande un sang-froid assez fort, puisque avant de se lancer, souvent ils sont à flanc de vide, et donc ils doivent regarder le vide. Donc il y a une gestion quand même du stress qui est hyper intéressante, quoi. La Formule Indy, ce truc américain où concrètement ils tournent en rond, puisque les Américains ne conçoivent la course automobile que soit en ligne droite, soit en ovale. C'est assez intéressant. S'il y a des Américains qui nous écoutent, je sens qu'ils vont pas apprécier. C'est la vanne européenne. Mais c'est normal, ils ont que des boîtes automatiques, donc ils savent pas conduire. J'en remets une couche. Mais vous inquiétez pas, je suis très taquin, mais autant je suis pas un fan des courses de voitures américaines, autant je suis un fan des muscle cars américaines des années 70, où on n'a pas fait plus voiture virile que les Ford Mustang, les Chevrolet Corvette, les autres Dodge Ram. Je suis assez fan de ça. Les délires motorisés, bah là, vous voyez, vous avez un 4x4 de trial justement. Les peintures, les Bigfoot, ça aussi c'est un sport américain. Ils s'amusent à écraser des voitures devant des gens chauffés à blanc. Je ne sais plus quel auteur disait que les Américains, je sais pas si c'était pas Jules Verne, il fallait jamais oublier que c'était des grands enfants. Des dragsters, des découpages. Le dragster, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est concrètement s'asseoir sur une fusée en ligne droite à côté d'un autre type assis sur une autre fusée et voir qui arrive le premier au bout de la ligne droite vivant. C'est très humoristique, mais c'est pas loin de la vérité. Il faut quand même avoir une sacrée dose de courage ou alors d'inconscience pour s'asseoir sur des trucs pareils, parce que le moindre erreur et vous êtes mort, quoi. Les courses de camions aussi. C'est là qu'on s'aperçoit que les hommes, entre guillemets, ont réussi à faire des courses dès la motoneige avec à peu près tout ce qui avait un moteur ou des roues. Et voilà, et là c'était la page sur les marques Porsche, Lamborghini, les voitures de rêve. Voilà. Alors, un album qui là, je sens, va faire plaisir à beaucoup de monde, qui n'est pas un Panini, qui est d'une série qui vient d'être, dont
La suite vient d'être diffusée assez récemment par TF1. Je ne vous en dis pas plus. Estebanzia Tao, les cités d'or. Bon, alors là, on est carrément dans le dessin animé mythique. Alors, vous voyez ici le logo Antenne 2. Donc c'est la même maison d'édition qui a fait l'album de Tom Sawyer, hein, que vous avez pu voir dans la première vidéo. Les cités d'or. Et là, on a une impression complètement floue. C'est n'importe quoi. C'était une publication espagnole. Ah, elle se décolle, tiens. Ah, il n'y a plus de colle. Alors attention. Donc ça reprend bien sûr l'histoire de la série. Alors, donc Les Cités d'Or, c'est une série française, franco-japonaise, créée par un monsieur qui s'appelait Jean Chalopin, à qui on doit donc, comme on l'avait dit tout à l'heure dans la vidéo précédente, Panini précédente, pardon, à qui on doit entre autres Chase et les Conquérants de la Lumière et plein d'autres dessins animés. Il avait une société qui s'appelait Dick, qu'il a vendu après d'ailleurs aux États-Unis. C'est lui qui a créé l'Inspecteur Gadget également. Et donc il a coproduit avec des Japonais qui avaient été dessinés par des Japonais. Donc c'est très simple, on est au XVIe siècle à Barcelone, et un orphelin rencontre un aventurier du nom de Mendoza. Et cet orphelin pourrait être cet orphelin que Mendoza d'ailleurs a sauvé quand il était bébé pour le confier à des moines, avait un talisman qui pourrait conduire aux cités d'or. Donc on est en pleine période de la conquête agressive de l'Amérique du Sud, avec ce mythe de trouver, donc comme il y avait beaucoup d'or en Amérique du Sud, ils ont eu le mythe de trouver des pyramides d'or et une cité entière faite d'or, et les conquistadors vont saccager l'Amérique du Sud en large en travers pour trouver ces cités d'or. Et donc cet enfant se retrouve embarqué au départ avec ses conquistadors. Il rencontre aussi une princesse issue des Aztèques, je crois, qui sait lire les écritures aztèques et les quipus. Les quipus étaient un bâton avec des fils et différents nœuds, et il y avait un langage là-dedans. Voilà, ensuite ils vont s'enfuir, arriver à s'enfuir de la troupe de Mendoza et à progresser eux-mêmes, en rencontrant un autre garçon qui lui par contre vit là-bas, qui s'appelle Tao. Cet album tombe en ruine, c'est une catastrophe. Et donc ceux qui ont fait les cités d'or dans l'histoire ont une technologie très avancée, et ils auront un bateau qu'on voit ici, là, le Solaris, qui marche à l'énergie solaire, entre autres, et donc les enfants vont le trouver. Et bien sûr, un peu plus tard, le Grand Condor. On va voir voilà, le Grand Condor, donc qui est une sorte d'avion, d'oiseau volant en fait, d'oiseau mécanique volant, parce qu'un oiseau volant c'est un pléonasme. Et voilà, donc les cités d'or, succès monumental. C'est vraiment le mythe générationnel pour tout un tas de gens de 30-35 ans. Et donc TF1 a ressorti une suite des cités d'or, où ils sont partis en Chine d'ailleurs, d'après ce que j'ai lu. J'ai pas regardé, qui a été refait. Et voilà. Alors ça, j'en ai regardé. Je n'ai pas tous vu, mais j'en ai vu énormément. Alors il y avait à la fin, en plus c'était intéressant, parce qu'il y avait un petit programme, comment on appelle ça, éducatif. En fait, à la fin des cités d'or, où il nous montrait, il nous expliquait par rapport à l'épisode des vérités des vérités historiques sur la culture maya. Et en Amérique du Sud, c'était très respectueux d'ailleurs de la culture de l'Amérique du Sud. Et Mendoza était pas bon, un conquistadeur à 100% mauvais. Il y avait Don Luis, je crois il s'appelait, qui lui était le conquistador mauvais. Mais Mendoza ensuite va se retourner contre les gens avec qui il est venu, parce que lui c'est un capitaine, mais bon il est pas armateur, il est pas promoteur de l'expédition. Il va se retrouver à errer avec les enfants.
fin de l'album. Et même principe, un bon de commande pour récupérer les vignettes manquantes. Voilà. Donc les cités d'or, vraiment, bah voilà, on voit une très belle vue du Solaris. Donc les cités d'or. Alors, une déviation Panini. C'était des albums un peu plus, on va pas dire éducatifs, mais pour aborder des sujets modernes. Donc là, sur celui-là, c'est l'espace. Et en fait, c'était des albums où on pouvait, qui étaient en papier glacé. Et on plaçait soi-même les sujets et on pouvait les déplacer. Alors on va voir si ça marche encore, tiens. Après autant de temps. Et vous allez pas me croire, mais regardez, ça marche encore. Mais pas trop. Donc voilà, vous avez compris le principe, c'est qu'on pouvait jouer à replacer les fusées. Et là c'est des fusées, mais les objets. Donc là c'est première page sur l'histoire de l'aviation. On part de la toute première premier hélicoptère, principe de Léonard de Vinci. Ensuite un ballon. Bon, c'est pas celui des frères Montgolfier, mais c'est un ballon. Premier avion, évolution des avions, un zeppelin, avion à hélice de combat, Deuxième Guerre mondiale, type Première Guerre mondiale, avion réaction, Concorde, avion passant le mur du son, fusée. Voilà, donc ensuite on avait les satellites et les sondes. Là on a un Voyager. Non, pardon, ça c'est Galilée et là c'est Voyager. Quoique, non, ça c'était bien Voyager, on est d'accord, je l'ai reconnu. Et là c'est Galilée. Donc Voyager, il y a un des Voyager d'ailleurs qui est sorti du système solaire et qui émet encore. Il est parti il y a plus de 30 ans et il est allé au bout de sa mission, il continue. Donc la conquête de la Lune, avec donc le premier pas pour l'homme, probablement Neil Armstrong, le rover lunaire, les modules lunaires. Je pense que vous avez tous vu Apollo 13. Donc voilà, c'était un peu plus éducatif quoi. Station spatiale, type station Mir. Ou ISS, la navette spatiale. Puisque à cette époque, la navette spatiale, c'est vraiment la modernité. On va dans l'espace avec la navette et c'est vraiment, ça fait rêver les enfants. Le drame d'ailleurs qui se passera en 84 avec l'institutrice qui était partie avec la mission quand la navette Columbia explosa. Non, Challenger, pardon, explosa. J'ai un doute d'ailleurs sur le nom de la navette. Donc ça a fait un drame, ça a tellement bouleversé l'Amérique d'ailleurs que ce sera traité dans un des épisodes de Punky Brewster. La fameuse série Punky Brewster, que nombre d'entre vous je pense ont dû connaître. Je vais y arriver. Donc la extrapolation sur le futur, sur la Lune, amphithéâtre, module lunaire, vaisseau pour venir, colonisation de la Lune. Donc on a encore le temps parce que c'était en 2087. Et là c'était un petit jeu, la bataille spatiale. Voilà, donc il existait la mer, la montagne, l'espace et les animaux. C'était les 4 premiers qu'ils ont sortis et ça n'a pas du tout marché. Donc je crois qu'il n'y a eu que ces 4-là. Alors, oh là comme j'y vais. On s'achemine doucement vers la fin. Alors, notre ami Astérix qui a eu son album. Alors d'ailleurs c'est marrant parce qu'il n'a pas eu de série animée Astérix. Donc pourquoi est-ce qu'il a eu un album à ce moment-là? C'est une bonne question, tiens. Peut-être par rapport à la sortie d'un film. Mais il n'est pas badgé film. Alors dans la première vidéo, je vous montrais mes progrès en coloriage au fur et à mesure. Et là, bon là, on sent que ça commence à se tenir tout ça quand même. Hein.
un feutre un peu rose pour la peau, le rouge des couettes d'Obélix. Les dessins, les contours des dessins sont pas trop mangés. Voilà, et pour ceux qui se demandent pourquoi il y a les petits papiers là dessus, comme je vous avais dit dans la première vidéo, c'est parce qu'il y a mon nom. Comme j'amenais ces albums à l'école pour pas me les faire prendre, il y avait mon nom dessus pour prouver que c'était bien à moi en cas de problème. Et qu'évidemment, si je ne montre pas mon visage, c'est pas pour laisser passer mon nom. Voilà, donc l'album d'Astérix. Donc celui-là est complet aussi. Donc voilà, quelques Gaulois, donc Astérix, Obélix, Idéfix, Panoramix, le druide, Assurance Tourix, Abra Raccourcis, Bonne Mine, etc. Des Romains. Le village d'Astérix, donc avec des petites vignettes à forme à coller dessus. Donc Astérix, il y aurait trop à en dire, on pourrait lui consacrer une vidéo entière et encore, tellement ça fait partie de notre culture. D'ailleurs, il y a le premier album non scénarisé par Goscinny qui sort. Cette fois-ci, c'est un petit événement. Astérix chez les en Écosse là-bas, chez les... Et voilà, ce soir c'est la soirée des trous de mémoire. Quelqu'un... C'est vraiment agaçant de ne pas arriver à se rappeler ce qu'on veut vous dire. Voilà, donc en 4 vignettes pour montrer la charge sur les Romains. C'est sympa. Le camp romain avec les Gaulois dedans. Donc c'est repris des albums pour faire des petites histoires en fait, hein, en Égypte. Donc en Égypte, on peut pas ne pas parler d'Astérix Obélix Mission Cléopâtre, le film avec Alain Chabat avec Jamel Debbouze, Christian Clavier, Gérard Depardieu, qui est très clairement le meilleur de la série. Le 1 étant franchement médiocre, le 2 magnifique, le 3 pitoyable et le 4... négligeable. Oui, je sais, je suis très dur. Je suis très dur. Mais eux aussi sont durs avec Astérix. Donc là, Astérix, l'album Astérix Sherazade, celui-là je me rappelle quand il est sorti puisque je l'ai eu à Noël. La cité romaine, toujours Obélix en train de coller des baffes. Ma grande déception au parc Astérix étant enfant, c'est qu'on pouvait pas mettre des baffes à des Romains en caoutchouc ou en mousse. Je pense que j'ai pas dû être le seul à... Ah, il en manque une, la 172. Tiens. Voilà. Le cirque romain. Avec un peu d'humour. Et voilà, et bien sûr, comme à la fin de toute aventure d'Astérix qui se respecte, on termine à table avec un banquet. Et là, il y avait un jeu Astérix. Ah tiens, publicité pour Énergie. La plus belle radio. Slogan d'époque. Alors, un album, les Galaxy Rangers. Celui-là, il est absolument pas complet. Ouais, je l'ai acheté aussi, apparemment. Celui-là, ça m'épate bien, ça. Ça m'épate. Donc, Galaxy Rangers, c'était des Rangers de l'espace, au sens Rangers du Texas. Hein, un mélange de cow-boy et d'univers cow-boy et space opéra. Un petit peu pareil dans la veine de Brave Star, mais en moins sombre quand même.
plus enfant. Voilà, vous voyez, donc ils sont habillés. J'en ai un ou deux Galaxy Rangers que j'avais acheté en solde pour mettre avec d'autres bonhommes. Je dois avoir un... J'ai celui-ci et je dois avoir un méchant, je crois, et ça s'arrête là. Je crois que ça passait sur la 2. Mais je suis pas sûr du tout. Je pourrais pas vous dire grand chose là-dessus parce que j'ai pas énormément de souvenirs. Donc on va passer tranquillement pour ceux à qui ça évoque des souvenirs, mais je vais plus faire du page turning avec ça. Tiens, bah c'est ce méchant là que j'ai là, cette tête bizarre. Vous voyez, celui-là, je me suis vraiment pas foulé. À moins qu'il ait pas pris non plus. Donc quelques brillantes à l'ancienne là. Le dessin m'est passé en hologramme. Enfin pas en hologramme mais en... Je sais pas comment ça s'appelle. Si c'est hologramme d'ailleurs qu'on appelait ça à l'époque. Ah tiens, 2 pages un peu plus remplies. C'est la fête. Donc voilà pour les Galaxy Rangers. Où je peux pas vous en dire vraiment pas grand chose. Celui-là on dirait un peu un oiseau de proie Klingon pour ceux qui connaissent Star Trek. Voilà, donc on arrive à l'avant-dernier album. Alors Salut, collection 88. Donc Salut, je ne sais pas si ça existe encore, c'était un journal pour les jeunes, un journal sur les idoles. Un trip à la fan 2 quoi. Et donc bah là on va voir que des chanteurs des années 80, de l'année 88. Alors bon, les noms pas là, Francis Cabrel, Julien Clerc, Michel Sardou, Lio et Niagara, le groupe Niagara, donc Muriel Moreno et le guitariste, compositeur Daniel Genevez, Jeanne Masse. Niagara d'ailleurs c'est un groupe je trouve qui est très négligé en France. Sur les groupes à duo de cette époque on s'arrête beaucoup sur essentiellement sur Rita Mitsuko, mais musicalement et dans les thèmes abordés, Niagara était quand même un groupe qui était, moi je trouve, assez valable. Notamment dans le morceau J'ai vu, qui parle de la télé, des choses qu'on pouvait voir à la télé sur un son très très rock, assez négligé de nos jours, et je trouve que c'est bien dommage. Alors Sylvie Vartan à l'époque, waouh, le look c'est quelque chose. Jean-Jacques Goldman, toujours aussi expansif. Étienne Dao, Catherine Lara, donc Catherine Lara, la roqueuse de diamants nu magique, ça un peu moins connu. Jean-Luc Lahaye, pareil, qui n'a pas perduré, bon si ce n'est dans les tournées. Catherine Lara, Jean-Luc Lahaye, c'est des chanteurs qu'on retrouve dans les tournées 80, Nostalgie. Renaud, avant qu'ils boivent trop, hélas. Mylène Farmer, donc on n'en a pas l'image. Alain Souchon aussi évoqué. Bon là c'est pareil, groupe américain, enfin anglophone pardon, Boy George, George Michael, il sort tout juste de Wham. Julie Pietri, Emmanuel qui chantait Premier baiser. Qui c'est celui-là? Dimitri Bota, je sais pas qui c'est. Alors, Nick Kamen, voilà, c'était un morceau, il promet Myself, Cyndi Lauper, pardon, et Stevie Wonder. Bon, on va parler surtout de ceux dont il y a les photos. Là, je sais pas, ça devait être un montage. David sans Jonathan, donc la chanson Est-ce que tu viens pour les vacances? Jean-Jacques Pujade, je sais même, Jean-Louis Pujade, je sais même pas qui c'est celui-là. Ah, Image, voilà. Les démons de minuit, bien sûr. Mick Jagger, c'est pas sa meilleure photo.
David Bowie. Incontournable, Kim Wilde. Le groupe Europe. Le groupe AA. J'ai pas fait beaucoup sur cet album-là. Je sais pas comment je me suis retrouvé avec cet album d'ailleurs, parce que j'étais pas hyper bon. Enfin, j'aimais bien la musique, mais j'étais pas à ce point-là. Modern Talking. Modern Talking. Oh, l'accent que j'ai, c'est une catastrophe. Les Rita Mitsuko, les voilà. Bah oui, ils les ont collés sur une seule photo. Elie Medeiros, donc avec son fameux titre Toi, toi, mon toi. Caroline Loeb, pareil, un seul titre, c'est la Watt. Je vous ferai une vidéo 45 tours, un de ces quatre, parce que là aussi je suis fourni. Il y a du stock. Sandy Morton, je ne sais pas qui c'est. Francis Lalanne, Victor Laszlo. Dépêche Mode. I Just Can't Get Enough. Carmel, le morceau Sally, ça c'était sympa. François Fellman, qui a cartonné fin des années 80, début des années 90 et qui a disparu après. Il a vraiment, mais il a cartonné, il n'y a pas d'autre mot quoi. Et du jour au lendemain, il a disparu, je sais pas ce qui lui est arrivé. Faudrait que je creuse ça, tiens, par curiosité. France Gall, Elsa, Madame Pichente Lizarazu. J'ai dit, je sais pas s'ils sont encore ensemble. Alain Delon, oui, Alain Delon a chanté. Alain Delon est chanteur. Herbert Léonard, pour le plaisir. Entre autres chansons écrites par Julien Lepers, présentateur de Questions pour un champion, puis pour le coup est vraiment une émission des années 80, puisque je crois qu'elle a démarré en 87. Laurent Voulzy. Et puis un petit Hall of Fame, Claude François, Jodassin sans photo, Daniel Balavoine et Elvis Presley. Voilà. Ah, pour échanger par Minitel, compose 3615 étape Panini. Donc 3615 Panini. Apparemment, on pouvait faire des échanges de vignettes par Minitel. C'est les débuts du Minitel, du développement, parce qu'il n'est pas arrivé en 88, il est arrivé en 85, je crois, mais je ne suis pas sûr. Et enfin, le dernier album que j'ai eu tout petit, à l'occasion de la ressortie du film que j'avais vu au cinéma d'ailleurs, Robin des Bois. Alors c'est un album grand format. Donc c'est l'album tiré du film. On voit bien la patte du dessin. Ça avait quand même un charme, ces dessins faits à la main comme ça. Le progrès, c'est le progrès, mais j'avoue que je suis encore très très sensible à ça. Même si je peux apprécier la qualité d'un Cars ou d'un Shrek ou des choses comme ça, mais j'avoue que bon, le côté dessin à la main, ça a un charme que le dessin vectoriel en 3D n'a pas forcément. Donc tout le monde connaît l'histoire de Robin des Bois, je vais pas revenir là-dessus. Si ce n'est pour tout début des années 90, un autre Robin des Bois que beaucoup de jeunes filles ont beaucoup apprécié. Robin des Bois, Prince des voleurs avec Kevin Costner. Un film que je prends toujours un formidable plaisir à regarder. Je dois confesser que je suis assez fan de Kevin Costner. Et avec dans ce film-là, Alan Rickman qui jouait un méchant, un prince Jean absolument formidable. Tout le talent de cet acteur, Alan Rickman, qui est un acteur monumental. Que ce soit dans Harry Potter, que ce soit dans Love Actually, que ce soit dans plein d'autres films. Une journée, Die Hard, le premier. Ce type est incroyable. Voilà, on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo.
deuxième vidéo Panini. Ah, le prince Jean qui dormait avec ses sacs autour. Pour nous, ça nous rappelle l'avare, et puis la folie des grandeurs aussi avec Louis de Funès. Et voilà la fin de cet album. Les pochettes sont en vente chez nos marchands de journaux habituels et donc ça se voit que c'est un album assez vieux puisqu'il valait 3 francs alors que les autres qu'on a vus valaient 5 francs. Voilà, donc pour cette deuxième vidéo des albums Panini, il n'y en aura que 2, hein, puisque on a fait le tour de ce qui me reste, de ce que j'avais à l'époque d'ailleurs, parce que j'en ai perdu aucun, de ce que j'avais à l'époque en album Panini. Voilà, donc je vais conclure. J'aimerais adresser un salut aux gens qui me visionnent, parce que j'ai regardé mes statistiques un petit peu et je me suis aperçu qu'on me visionne aussi dans d'autres pays francophones, la Belgique, le Canada notamment. Donc j'adresse un salut aux francophones qui me suivent aussi dans d'autres pays. Je trouve ça super sympa de savoir que voilà, de l'autre côté des frontières on a la même langue et pas forcément la même culture, mais que ça vous intéresse aussi tout cet univers de l'enfance que je développe. Bien sûr on a tripé sur les mêmes dessins animés puisque c'était mondial, mais on n'a pas le même accent, et vous regardez et ça me fait vraiment super plaisir. Voilà. Alors je vous le dis tout net, je pense que la prochaine vidéo sera pas en France, on va faire un petit peu un autre sujet pour varier les plaisirs, et puis pour faire durer un petit peu aussi ce stock là, parce que bien que étant assez conséquent, il n'est pas non plus inépuisable. Il y a forcément un moment où je vais me retrouver à sec, et il faudra d'ailleurs à ce moment là, si j'ai toujours la fibre pour l'ASMR, que je trouve le moyen de me renouveler d'une façon ou d'une autre. J'ai déjà un autre sujet complètement hors créneau que je vais vous préparer là. J'avais pas tout ce qu'il fallait pour le faire, mais apparemment ça va arriver, et je vous prépare une surprise que j'espère vraiment qu'elle vous plaira. Mais c'est pour encore dans un peu de temps, donc je vous en dis pas plus. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura procuré des ASMR, ou vous aura au moins détendu, afin que vous puissiez affronter les embûches et les contrariétés que la vie ne manque pas de nous mettre en travers de notre route de manière un peu plus sereine. Ou j'espère que cette vidéo vous aura relaxé, détendu, pour que vous puissiez encore plus apprécier profondément les petits et les grands moments de joie, de plaisir que la vie ne manque pas, heureusement, parce que sinon ça serait pas tenable de nous offrir sur notre chemin. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie d'être toujours plus nombreux à vous abonner, à me suivre et à visionner mes vidéos. Ça me touche beaucoup. On a déjà bien passé le cap des 30 000 là, visionnage sur l'intégralité des vidéos, donc c'est waouh, c'est super impressionnant et ça me touche énormément. Donc merci d'être là et de me suivre. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et prenez soin de ceux que vous aimez.